va reprendre cette série de travaux pratiques ou de travaux dirigés sur ce qui se passe actuellement. Alors, une des premières questions, et peut-être des plus importantes, mais qu'on ne s'est pas encore posée, c'était est-ce que nous avons affaire à une révolution? Et donc, comment reconnaître une révolution d'une crise révolutionnaire, d'un simple bouleversement politique, ce qui est déjà au départ, signifie que même un bouleversement politique n'est pas une révolution, et qu'une crise révolutionnaire non plus n'est pas une révolution. Et donc chaque notion ou chaque concept, la révolution, c'est un concept, c'est pas une notion. Il renvoie à quoi? Alors, je vais commencer par la notion, c'est pas un concept, c'est une notion, la notion de crise révolutionnaire. On connaît, on utilise cette notion de crise en général quand les affaires, quand la vie quotidienne, quand la vie normale ne fonctionne plus. Quand elle ne fonctionne plus, quand il y a des dysfonctionnements, on appelle cela une crise. Par exemple, une pénurie, ça peut être une crise. Ça ne fonctionne pas normalement. Une grande pénurie, par exemple comme celle qu'on avait connue Hanaya, nous, dans les années 1980, 1981, en Algérie, il y avait une crise, il n'y avait plus de pétrole. Plus de pétrole dans les campagnes. Or, à l'époque, déjà, le pétrole, on l'utilisait encore pour allumer les lampes. C'est dans les montagnes, chez les paysans. Et pour les campeurs. Donc, un citadin comme moi a su, dans l'été de 1980 ou la 81, qu'il y avait une crise du pétrole parce que je n'avais pas trouvé du pétrole quand je campais. Mais c'est une crise. Donc, la crise, ça peut être un manque. Ça peut être un moment de manque. Et les crises révolutionnaires, cependant, c'est très très différent. On dit qu'il y a une crise révolutionnaire quand les choses ne peuvent plus marcher comme avant. Alors la formule la plus célèbre, c'est la formule de Lénine, et la crise révolutionnaire surgit, débute, commence quand les gouvernants ne peuvent plus gouverner comme avant et que les gouvernés ne veulent plus être gouvernés comme avant. Donc il y a une conjonction entre une impossibilité et une volonté. C'est-à-dire les gouvernements ne peuvent plus gouverner comme avant. C'est une impossibilité qui est survenue, mais ne veulent plus être gouvernés comme avant. C'est une volonté qui s'exprime sous une forme ou sous une autre. Donc il peut y avoir une crise de gouvernement. C'est-à-dire, à un moment donné, un gouvernement quelconque n'arrive plus à gouverner le pays. Il y a une crise de gouvernance ou une crise gouvernementale sans que les gens, sans que les personnes, sans que les peuples, sans que la société soient en phase de refus de la gouvernance d'avant. Mais alors des crises comme ça en Italie, on en a eu souvent. En France, les crises de gouvernement avant la Ve République étaient monnaie-courante. Cela ne voulait pas dire qu'ils étaient rentrés dans une phase révolutionnaire. Pour qu'il y ait phase révolutionnaire, il faut qu'il y ait les deux. Peut-on appliquer cela au mouvement que nous voyons devant nous? C'est une question importante de savoir si nous avons affaire à une révolution ou à un bouleversement. C'est très importante. Alors, pour situer
si c'est une crise ou pas, il faut prendre les deux éléments. Un, est-ce que le gouvernement arrive à gouverner comme avant? Est-ce qu'il continue à gouverner comme avant? Oui ou non? Tu dis non, mais c'est pas sûr. D'accord? Parce que dans le quotidien, dans notre quotidien, il gouverne comme avant. C'est-à-dire qu'il y a les administrations fonctionnent, les gens ne remettent pas en cause l'administration, ils ne remettent pas en cause les structures de l'État, les structures administratives. Par contre, ils remettent en cause, et de façon profonde, à la fois, d'abord, ils ont remis en cause une figure politique, celle du président. Et puis, avec l'approfondissement des mouvements, des débats, des discussions, à travers les réseaux sociaux, à travers ce qu'ils ont commencé à remettre en cause, une politique, pas simplement la figure principale. En remettant en cause cette politique, ils se sont mis à remettre en cause la caste, qu'ils ont appelée comme ils ont voulu l'appeler, les voleurs, Khalidoul Bled, enfin, toutes ces qualifications qui ont désigné au-delà d'un homme à la fois un groupe, une caste, une classe, un groupe social, un clan, peu importe. Mais le fait est qu'ils ont désigné un ensemble clos, un ensemble limité de personnes qu'ils considèrent être qualifiées de groupe social. Donc ils l'ont désigné lui, puis ils ont désigné une politique. Voilà, ils ont désigné une politique. Jusque-là, nous n'avons pas tout à fait une impossibilité de gouverner comme avant. On a une impossibilité qui frappe certains de gouverner comme avant. Certains. C'est-à-dire que si on devait s'arrêter aujourd'hui de manifester, demain, donc il n'y aura plus de président de la République. D'accord? Mais il va continuer à avoir une gouvernance institutionnelle. L'Assemblée ou le Sénat qui désigne un président intérimaire et les choses continuent comme avant. Donc, sur le premier aspect, il y a une limite rapide sur le premier pôle. Est-ce qu'ils peuvent encore gouverner comme avant ou non? Mais c'est une réflexion, c'est-à-dire ce que je dis n'est pas une réponse définitive. D'autres personnes qui ont analysé ce hirak disent que les gouvernants ne peuvent plus gouverner comme avant. Voilà, ils le disent. Moi, je suis plus prudent. Et puis, nous avons en face, de l'autre côté, un immense mouvement de mobilisation absolument exceptionnel, même à l'échelle mondiale. C'est pas comme disent certains, gars depuis 62, pas du tout. C'est vraiment un phénomène à l'échelle mondiale. Non seulement à l'échelle mondiale du point de vue subjectif, parce que là aussi il faut séparer le subjectif de l'objectif. Alors, non seulement du point de vue subjectif, c'est-à-dire la façon dont il est vu, mais également d'un point de vue objectif. C'est un phénomène mondial, parce que l'Algérie est objectivement, réellement, concrètement, matériellement, dans l'intersection de nombreuses voies de communication. Elle est sur une place stratégique. Tout ce qui peut impacter, affecter l'Algérie a des répercussions mondiales. Immédiatement. C'est clair. Ça, c'est par exemple, l'indépendance d'Algérie, elle a impacté immédiatement le mouvement de libération en Afrique. Mandela a pu venir,
des résistants et des militants du Congo sont venus en Algérie pour se former. L'Angola avait, la Guinée-Bissau était présent ici. Bon, si on l'a appelé la Mecque des révolutionnaires, c'est que vraiment, elle l'a été, c'est qu'elle a joué donc un rôle mondial. Mais pas seulement, parce que l'Algérie étant là où elle est, non seulement elle a nationalisé le pétrole, les mines, c'est un immense bouleversement mondial. Bon, vous êtes jeune, mais c'est cette place stratégique et la politique qui a été menée à l'époque qui a fait que l'Algérie a été pendant des années le leader d'un nouvel ordre économique mondial. Comme Boumediene va à l'ONU, prononce un discours pour dire les rapports économiques mondiaux doivent changer, il a un impact extraordinaire et ça a entraîné au niveau du tiers-monde une série de connexions anti-coloniales et anti-impérialistes pour libérer les économies du tiers-monde de la mainmise de l'impérialisme. Ça a été absolument extraordinaire. Bon, ça a été de courte durée, puisqu'il meurt très vite. Et donc, aussi bien du point de vue subjectif que du point de vue objectif, ce qui se passe en Algérie a des répercussions importantes, mondiales. Et si c'est ce que nous avons à faire, et une révolution, même une demi-révolution, cela veut dire que l'impact mondial va être important. Cela veut dire surtout aussi qu'il y a beaucoup de regards sur ce mouvement-là pour interagir. Allez, disons ça comme ça, pour interagir avec lui. Pour le pousser vers certaines orientations ou vers d'autres. Donc, ce mouvement de mobilisation populaire, il a exprimé un refus, et là, il n'y a pas de doute là-dessus. Il ne veut plus être gouverné comme avant. Voilà, ça c'est clair. Hein? Il dit ça c'est clair. Ce côté-là, il est indubitable. Et non seulement il ne veut pas être gouverné comme avant, mais il a désigné par ses mots d'ordre quelles sont les choses qui ont caractérisé la gouvernance d'avant et qu'il refuse maintenant absolument de voir. Ben, dans ses mots d'ordre, c'est Khalidoul Bledé Serrahine, etc., etc. Ça, donc il va qualifier, encore par la négative, mais il va qualifier. Alors voilà. D'un côté, il y a réellement, il y a sérieusement une volonté de ne plus être gouverné comme avant. Mais du côté de l'État, vous avez vu comment la résistance passive du cercle immédiat du président a retardé une sortie de crise de combien? De 7 semaines. C'est depuis le 22 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans cette semaine. Voilà, c'est-à-dire. Maintenant, à partir de là, on peut considérer soit que nous sommes dans une crise révolutionnaire, de type révolutionnaire, soit que nous sommes au début de la crise révolutionnaire. Parce que les crises révolutionnaires ne sont pas des crises qui se manifestent dans leur complétude dès le premier jour. Les crises révolutionnaires ont cette caractéristique qu'elles peuvent naître à un niveau d'exigence bas ou moyen, mais s'approfondir si jamais ils ne reçoivent pas de réponse. C'est l'analyse, par exemple, que font certains aujourd'hui. Ils disent, bon, eh ben, le régime, ou là, le président, ou là, le clan présidentiel, ou là, ils ont répondu trop tard et trop peu. Trop tard et trop peu. Chaque fois qu'ils ont répondu, ils ont donné quelque chose qui était trop peu par rapport à l'exigence première, et trop tard.
Alors ça veut dire que, que la crise, disons que le problème, que les gens ont déjà emmagasiné une énergie, un dynamisme qui les met au-delà, qui les met déjà plus loin que la réponse qui a été reçue. Mais c'est pas compliqué, on demande non au 5e mandat, il n'y avait pas plus le premier jour, non au 5e mandat. Mais ni la casse, ni l'oligarchie, il n'y avait rien. Il y avait non au 5e mandat. Eh bien, on ne répond pas à cette exigence. On ne répond pas. À lui, les élections vont se tenir, ça, ce sont 2 discours de Gaël Salin. Au départ, on le comprend, je veux dire, avec sa vieille amitié avec Bouteflika, d'ailleurs c'est lui qui a réellement maintenu Bouteflika au pouvoir face à Médiane. S'il n'y avait pas eu Gaël Salin, Médiane n'aurait pas été aussi facilement battu. Et qu'est-ce que répond le président Galouis? D'accord. Ouais, je prends mon 5e mandat et après je fais une conférence nationale et quand ça va se terminer, après je pars. Et c'est déjà trop tard. La deuxième réponse a été après le très grand vendredi du 1er mars, ou un truc comme ça, oui, du 1er mars. Bon, il dit d'accord, c'est bon. Alors, je vais faire la conférence nationale, après je m'en vais. C'est déjà encore trop tard. Et ainsi de suite. Jusqu'au moment où, lorsqu'il part, la revendication elle-même, sur laquelle l'ERAC a commencé, s'est complètement transformée. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, on ne passe plus par le montant du 5e mandat. Il a disparu. Et donc, il s'est développé. Mais comme nous l'avons vu chez Hegel, déjà, mais on peut le voir aussi chez Marx, c'est que la lutte, c'est de la dynamique, c'est de la mise en présence des forces qui vont créer une nouvelle résultante. Et bien cette nouvelle résultante, ça va de plus en plus dans le détail. Bon, donc il faut des 3 B2 gagner un cœur. Ça, déjà, il faut réfléchir. Parce que j'ai vu quelques réflexions. Nous en sommes où? En tout cas, si nous sommes dans une crise révolutionnaire, elle n'est peut-être qu'à son début. C'est-à-dire, elle fait qu'elle commence. Elle peut être désamorcée. C'est-à-dire comment on appelle ça, par la négociation. C'est-à-dire, on négocie, d'accord. C'est ce que font les Anglais, y compris pour la révolution dans la bourgeoisie. Quand la bourgeoisie anglaise veut changer les règles économiques en Angleterre, elle laisse le roi, elle laisse l'aristocratie, elle leur laisse les titres honorifiques, mais elle prend le pouvoir économique. Elle le prend et elle l'exerce. Et des siècles après, vous avez toujours le respect de la reine, les titres honorifiques, le lord, la chambre des lords. Chaque fois qu'un type fait quelque chose d'extraordinaire, il devient anobli, il est sœur, y compris si c'est un tel football. Ça, il y a un entraîneur de football qui a été anobli, je crois, à Manchester ou un truc comme ça. Ah ben voilà, Ferguson. On peut. Comme on peut ne pas. Comme on peut ne pas négocier. Par exemple, ça a été le cas en France, c'est-à-dire l'aristocratie française avait refusé de façon résolue et crispée toutes les demandes que faisait le tiers-état. Le tiers-état, bon, donc c'était un peu l'ensemble des siècles moyens, enfin des couches moyennes françaises et bourgeoises, sauf les serfs, bien sûr, puisqu'ils étaient des serfs, qui proposaient la plateforme de réforme de l'État-monarchie pour ouvrir des possibilités de commerce, d'industrie, etc. Alors donc ça peut se terminer par la négociation comme ça peut se terminer par l'affrontement. Voilà, un affrontement décisif, quelqu'un va gagner, l'autre va perdre.
Mais alors si on dit la crise révolutionnaire, ça ne veut pas dire que la crise révolutionnaire va déboucher sur une issue révolutionnaire. Puisque j'ai commencé par citer Lénine, je vais continuer sur Lénine. Quand il y a en Russie la révolte de 1905, qui est une immense révolte, les quartiers ouvriers, dans les usines, une période révolutionnaire qui dure quelques mois. Eh bien, elle ne débouche pas sur une révolution. Elle ne débouche pas. En 1789, prise de la Bastille, elle débouche sur une révolution. Mais la Commune de Paris, l'extraordinaire Commune de Paris, quand les ouvriers parisiens ont compris que la forme de gouvernement auquel ils avaient fait face, celui de Napoléon III, la domination de la bourgeoisie, juste après la guerre avec l'Allemagne, ça, eh bien, ils se révoltent, ils font la Commune de Paris, eh bien, ça ne marche pas. Je veux dire, ça n'a pas débouché sur la Révolution. Bon, on me dira, mais attention, il y a eu affrontement entre les deux, il y a eu un vainqueur et un vaincu. Oui, bien sûr, il y a eu un vainqueur et un vaincu. Marx va dire sur cette Commune de Paris, d'abord il l'analyse, ensuite il a eu, par rapport à cette Commune de Paris, cette révolte des ouvriers, réprimée dans le sang et dans le massacre par les mêmes généraux qui nous ont massacrés à nous en Algérie. Donc Cavaignac, etc. Il dira, ils ont voulu monter au ciel. Donc voilà, c'est-à-dire, et les conditions de la révolution n'ont pas réussi. Par exemple, vous pouvez appliquer ce même type d'analyse à la Tunisie. La Tunisie, le printemps tunisien. Vous ne pouvez pas, à mon avis, on ne peut pas l'appliquer à l'Égypte. On ne peut pas, pour différentes raisons. C'était même pas c'était dès le départ, Beynab, c'était une machination, c'est-à-dire un truc complètement construit, ce qui n'était pas tout à fait le cas en Tunisie, à cause de la présence, depuis très très longtemps, de partis politiques, et non pas de société civile, de partis politiques, qui étaient des partis de type anticolonialiste, anti-impérialiste, soit le Parti communiste tunisien lui-même, soit les partis anti-impérialistes issus de la tradition de lutte du peuple tunisien, notamment, n'oubliez pas que c'est les Tunisiens, le Flaga, c'est les Tunisiens. Les Tunisiens ont pris les armes avant nous. Et c'est chez nos amis, enfin chez les révolutionnaires tunisiens, que Ben Boulaïd avait trouvé de l'aide, cherché des circuits pour les armes au Meshba. Et bien, malgré cela, bon, ben, vous voyez que cette révolution populaire tunisienne n'a pas du tout débouché sur le renversement des rapports sociaux, mais sur leur aggravation. Au lieu que la Tunisie se dégage des véritables liens économiques qui l'attachaient à l'impérialisme, au marché du capitalisme mondial, elle est aujourd'hui encore plus enchaînée qu'avant. Elle est plus enchaînée qu'avant. Avec des formes, si vous voulez, politiques bien en deçà de ce que pouvait promettre une révolution avec les derniers développements, c'est-à-dire ce nada qui tient les ficelles avec le chef du gouvernement actuel, avec la nomination d'un sioniste comme ministre du tourisme. Ce n'est pas le fait qu'il soit juif, c'est le fait qu'il soit sioniste, israélo-tunisien, et que par lui est arrivé la LICRA à Tunis. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que la révolution? Ben, la révolution, ce n'est ni ce que nous avons vu, c'est-à-dire les manifestations, ni le développement de ces manifestations. La révolution, c'est autre chose.
c'est autre chose. D'un point de vue classique, la révolution, c'est le renversement du pouvoir d'une classe. Donc 1789 en France, c'est clair qu'une classe a renversé une autre. Que la bourgeoisie française a réussi à renverser le pouvoir de l'aristocratie. C'est clair, ça. Bon, elle l'a fait par la violence. Mais en Angleterre aussi. En Angleterre aussi, ça a été une révolution. C'est la révolution bourgeoise. Mais ils ont enlevé le pouvoir réel de l'aristocratie tout en leur laissant les apparences du prestige social, de leurs biens matériels, mais aussi de leurs biens moraux. Mais l'essentiel était que Cromwell, lui, fasse le transfert de l'économie de type féodal à l'économie du capitalisme. Alors, Mao Tse-tung dit la même chose. Il dit la révolution, ce n'est pas de la broderie, c'est un acte violent par lequel une classe en renverse une autre. Cette classe est la classe ouvrière qui renverse la bourgeoisie qui renverse la féodalité. Mais nous, qu'est-ce qu'on va renverser? On renverse qui? On renverse qui? Est-ce que... Dans quel type de rapport économique dominant nous sommes? Bien sûr, si on utilise les concepts fondamentaux sans précaution. Par exemple, on parle de bourgeoisie, on parle de prolétariat, on parle de paysannerie, etc., etc. Si on les utilise en tant que concept théorique, comme le font beaucoup, on tombe toujours à côté de la plaque. Parce que l'analyse scientifique, y compris chez le marxisme, et surtout d'ailleurs chez le marxisme, c'est l'analyse non pas à partir des concepts normatifs, mais à partir de la formation réelle de la société. Alors si aujourd'hui, à propos du pouvoir, on dit que c'est le pouvoir de la bourgeoisie, on tape à côté complètement. Non seulement on tape à côté complètement, mais c'est les manifestants qui sont des hommes du peuple qui auraient mieux compris de quoi il s'agit. Il s'agit non pas du règne d'une classe sociale qu'on appellerait la bourgeoisie, mais il s'agit d'une caste qui s'est organisée autour d'une figure dominante qui est la figure du président Bouteflika et qui a reproduit le schéma fondamental de la domination coloniale. Le schéma fondamental de la domination coloniale, c'est que nos pays sont des sources de matières premières et des marchés pour la production industrielle ou pas industrielle des pays capitalistes. Nous sommes revenus exactement dans cette condition. Boumediene meurt, je le répète, nous avions 24% de notre PIB, c'était la production industrielle. Aujourd'hui, Bouteflika s'en va, la production industrielle, c'est 3 ou 4% de notre PIB. C'est-à-dire que ce que nous consommons comme produits manufacturés, c'est comme ça qu'on les appelle, produits manufacturés, souvent, même d'ailleurs l'essence, le gasoil qu'on importe, des bananes, des kiwis, bon, les médicaments, oui, les médicaments, on veut dire que pendant cette longue période, on n'a pas produit, on importe les voitures, on importe les chaussures, on importe les vêtements, c'est-à-dire qu'on importe presque tout. Et nous sommes donc revenus dans la configuration de la colonie. C'est une néocolonie.
Mais ça, les gens l'ont très bien compris, puisque dans la rue, ils s'opposent, dans leur mot d'ordre, frontalement à deux figures de l'impérialisme. Voilà, à deux signifiants, deux synonymes, deux métaphores de l'impérialisme, la France et les États-Unis. Et lorsqu'il refuse l'ingérence étrangère, il la refuse aussi sur cette base-là. Comme s'il savait, comme s'il avait l'intuition, comme s'ils avaient la conscience immédiate, en tout cas. Je ne sais pas s'ils en ont l'intelligence théorique, c'est-à-dire l'analyse, l'impérialisme, c'est fort possible. Avec 1,2 million d'étudiants, je ne sais pas combien de millions de cadres, là, le niveau de lecture, il a dû sérieusement évoluer depuis 1962. Mais la conscience immédiate, c'est qu'ils ne veulent pas que le pouvoir ait une assistance étrangère. Et si vous vous souvenez, dès que la Mamara est partie, visiter les capitales étrangères, ce que les gens ont ressenti, et ils l'ont exprimé à leur façon, mais c'est toi qui es en train de demander l'ingérence. C'est toi qui es parti demander l'aide des puissances étrangères au régime actuel. Et Macron nous a beaucoup aidés. Puisque dès que Bouteflika a dit, bon c'est bon, je reste président pendant un an, le temps de faire la conférence, c'est-à-dire qu'il proposait une transition non limitée dans le temps, et Macron, on dirait qu'il jouissait. Ah, c'est bon, c'est très bien, barakallahu fik. Alors, les gens ont compris qu'il y avait un type de rapport, y compris du point de vue moral, comme un rapport néocolonial. À partir de là, ils ont fait très attention de ne pas accentuer le rejet, le refus absolu, d'abord moral, de l'ingérence étrangère. Alors si nous sommes dans une situation coloniale, et comme si les gens l'ont compris, le système de type économique qu'on a mis en place, ce n'est pas le système d'une bourgeoisie, donc d'une classe sociale qui a affaire, qui se situe, qui se définit par rapport à des moyens de production. C'est-à-dire que c'est elle qui est une classe qui dirige la production économique. Et donc qui est normalement obligée, elle est tenue de défendre sa production sur le plan politique. Non, ce qu'on a mis en place, c'est cette caste qui est devenue dans ses intérêts même, la porteuse, le pont, le vecteur par laquelle nous sommes revenus dans cette position néocoloniale. Bien sûr, les difficultés pour comprendre l'évolution de cette oligarchie sont difficiles, parce qu'elles n'apparaissent pas très bien. Mais le processus de l'enfoncement de l'oligarchie dans le camp impérialiste, c'est le processus normal de la recherche du profit. Quand les oligarques arrivent au pouvoir, et ils n'arrivent jamais au pouvoir que par le pouvoir lui-même, c'est-à-dire c'est à partir du pouvoir qu'on a fabriqué les oligarques. Alors avec Belkhir, c'était clair. Avec le général Belkhir, c'était ça. Il a créé littéralement des oligarques dans le bras. Quand ils arrivent sur le podium, des oligarques, ils ont absolument besoin de l'État pour prospérer. Ils ont besoin d'abord des aides de l'État. Ils ont besoin des commandes de l'État. Ils ont besoin des contrats de l'État pour travailler. Puis, en cours de route, l'appétit venant en mangeant, ils commencent à acheter à l'extérieur.
Bon, ils achètent. Mais mon bête, pourquoi je vais acheter chez X? Je vais créer ma propre boîte à l'étranger pour acheter chez X. Et après, je vais acheter chez moi-même en surfacturant. Et donc, ils ont déjà deux niveaux de revenus. En plus, quand l'État est devenu le leur, ils ont mis en place le principe de la double valeur, tu as les devises à deux rangs. C'est-à-dire la valeur réelle, tu as les devises, vous les trouvez, c'est le marché noir qui vous dit la valeur réelle. Ce n'est pas la banque. Mais la banque, elle fixe un taux administratif, une valeur administrative, qui leur donne toujours une marge de gain au départ. Donc dès qu'il met son dossier, il reçoit le devise pour aller acheter. Dans le fait même que le déposé, il gagne la différence, le différentiel qui est entre ce qu'on possède et le total à la banque. Et naturellement, le fait d'importer pour ses propres projets, par exemple pour l'autoroute Est-Ouest, il a fallu importer du bitume à des niveaux considérables, il a fallu importer des équipements, il a fallu importer énormément de choses. Et bien naturellement, à un moment donné, l'argent de ces oligarques est investi à l'étranger. Bon, c'est un secret pour personne que Haddad il a investi en Espagne, il a au moins un hôtel qui est connu. Mais c'est un secret pour personne que Rabalab a investi à l'étranger, ça tout le monde est au courant. Mais ils ne sont pas les seuls, tous, à investir à l'étranger. Et le Panama Papers, le scandale Haddad, il a éclaboussé tout le monde, dont Rabalab. Puisque dans le monde de l'époque Haddad, en 2017, et là c'était le Panama Papers, tout ça a été déballé. Alors, dès qu'ils sont installés à l'étranger et que leur revenu réel, leur taux de profit, ne dépend plus que de l'étranger, ils n'ont plus besoin de l'État. Ils se mettent tous à miner l'État, à le détruire, à le privatiser et à l'affaiblir. Sauf que la vague suivante des oligarques qui arrivent après eux, non, ils ont besoin de l'État. D'accord? Si on voit Tahkout, Haddad qui vient après Herbala, Tahkout, quand il arrive, il a besoin de l'État. Herbala n'en a plus besoin. Il n'en a plus besoin. Il est déjà ailleurs. Il investit en Italie, en France, il a l'intention d'investir en Côte d'Ivoire, etc. Et puis au bout de 3 ans, 4 ans, il s'aperçoit, Tahkout, Herbala, etc., Haddad, qu'ils n'ont plus besoin de l'État. Et donc ils doivent soumettre l'État à leur intérêt privé. C'est en soumettant l'État à leur intérêt privé qu'ils le privatisent. Or, privatiser l'État, cela veut dire toujours, quel que soit le pays, quelles que soient les circonstances, c'est créer des circuits de décision en dehors de l'État, en dehors des institutions. Vous voulez une preuve que vous connaissez, peut-être, non, que vous connaissez au moins un peu de réputation. Quand Helsinki se met à liquider le secteur d'État à la Russie, ce n'est pas à travers les institutions, c'est à travers les coups de téléphone. C'est le président américain qui l'appelle, il dit donne ça à X, c'est les copains, c'est le Khapta, dès qu'il y a l'oligarchie, dès qu'il y a le système de l'oligarchie, il y a actuellement, je veux dire, à notre époque, je ne parle pas de l'époque grecque, n'est-ce pas, à notre époque, vous avez deux caractéristiques que vous retrouvez toujours. Un, le lien étroit avec l'impérialisme. Et l'impérialisme, quand je parle d'impérialisme, je parle au sens scientifique du terme. Ça veut dire le stade de la fusion du capital industriel et du capital financier comme capital financiarisé, où le rôle du capital industriel
devient secondaire et c'est le capital financier qui devient le maître principal. Vous voyez le signe? Donc, le fait qu'on nous dise, tiens, il y avait au niveau de l'État des forces non constitutionnelles, mais on le savait depuis le début. Je veux dire, quand un président arrive, il installe son frère comme conseiller, classe. Boumediene, personne de sa famille n'était là-dedans. Mais je vous garantis que Belmehdi aurait fait la même chose que Boumediene, ou Ben Boulaïd, ou Améroche, parce qu'ils étaient habités par l'idée de la nation et de l'État. Ils étaient habités. Ils étaient habités par l'ensemble. Je vais vous raconter une anecdote. Bon, le fait que Boumediene, jamais aucun de ses frères, ni sa mère, n'ont jamais rien pris, ou même qu'il a laissé 270 dinars dans son compte. Un jour, ça c'est l'officier TAO de sécurité, qui est devenu plus tard consul d'Algérie à Alicante, qui est un maquisard, qui a été blessé dans un combat dans la région de Saïda, qui était lieutenant à l'époque, au niveau de l'ANN. Donc il me raconte, il me dit un jour, son frère arrive devant les gardes, où il n'était pas là-bas. Et puis il veut rentrer, il dit c'est mon frère, il dit d'accord. Attends, on va l'appeler, on l'appelle, il troll. Il n'avait pas de cravate. قالوا له tu vas mettre une cravate قال ما معليش نديرها راجل شوف خويا قالوا له ما تدخلش ما خلوش يدخل. Elle a insisté وكذا قالوا استاذ هذا عيطوا له قالوا له فوالا il faut pas mettre la cravate قول له عايش عندنا قالوا جوزوا لي قالوا له هنا تدخل تلبس كرافات انا ما تجيش يشوفوك كيشوفوك là il met la cravate et il est rentré. Cette anecdote c'est pour voir comment un homme qui est habité par l'idée de nation, par exemple de Gaulle, il est habité par l'idée de nation, l'idée d'État, tout de suite il se met au-dessus du lien du sang, du lien familial. Alors, prenons cette deuxième partie, tu as les oligarques qui ont goûté à l'investissement à l'étranger, le taux de profit exceptionnel qu'ils ont, et qui veulent nous enfoncer encore plus dans le rapport avec l'étranger. Souvenez-vous, l'histoire d'un investissement en Afrique, c'était Haddad qui avait fait son colloque, en Badi s'est bagarré avec le Premier ministre de l'époque, Sellel, où là il y avait même la Mamra. Et on a fini par résoudre le problème en faisant un fonds commun d'investissement en Afrique entre nous et la France. Comme on a fait ensuite le fonds commun d'investissement dans les deux pays. C'est-à-dire la France qui est en pleine crise financière, économique, etc., qui a une dette d'État national qui est égale à son PIB, c'est elle qui va venir investir chez nous. C'est clair que nous avons rétabli avec la France, en tout cas à travers ces deux fonds, une co-gestion de nos finances, en tout cas de nos devises, en tout cas de nos investissements. C'est clair, c'est le CAD. Dans la troisième phase, parce qu'il y a un troisième fourni d'oligarques qui s'est formé dans l'ombre, qui, elle, a toujours besoin de l'État, dont on peut penser, pour différentes raisons, qu'elle est représentée par Bedoui. Voilà. Mais celle-là, elle est en train de monter. Elle a encore besoin de l'État. Elle a encore besoin des contrats de l'État. Elle a encore besoin du budget de l'État. Et donc, elle voudrait bien que l'État ne cède pas tout aux partenaires étrangers stratégiques. Et donc, vous voyez comment le même groupe d'oligarques, au début, a besoin de l'État pour le maintenir, puis une fois qu'il a mis l'argent là où il faut, dans les poches, et qu'il commence à investir
à l'étranger, à acheter, à transférer, etc., travaille pour l'affaiblissement de l'État, et pour mettre l'État précisément au service de leur propre système de relations avec l'extérieur. Ça, c'est un des secrets que n'arrivent pas à comprendre les gens. Tous font appel à l'étranger, mais tous ne leur font pas appel au même degré, ni pour les mêmes raisons, ni pour le même but ponctuel. Et donc, il faut la caractériser, c'est une révolution. Alors, c'est une révolution contre qui? C'est une révolution contre la bourgeoisie, il n'y a pas de bourgeoisie. Les gens ont compris que nous avons affaire à une caste. Ils l'ont tellement si bien compris qu'ils parlent de Aïsaba. Ils parlent de Aïsaba. Et ce type de révolution, ça s'appelle une révolution nationale. C'est-à-dire que c'est une révolution qui n'est pas celle d'une classe sociale, précisément. Mais elle est au profit d'un ensemble, d'un conglomérat de classes sociales. C'est pour ça que vous trouvez dans la rue à la fois des bourgeois, bons chics, bourgeois, qui ont leurs usines, mais qui en ont marre de ce système qui les écrase, qui les opprime, qui gêne leur propre développement. Parce que le développement économique, le développement social, il se fait selon des règles et de la transparence. Une économie telle côté, vous ne pouvez pas développer, si vous voulez, votre entreprise si les choses sont gérées par coup de téléphone. Vous avez toute cette masse de jeunes diplômés qui ont des idées, qui ont des projets et qui sont dans, comment on appelle ça, cette perspective et cette sphère de la technologie. T'as les start-up. Et je ne parle pas des start-up dans la communication, hein, parce qu'il y a des kagans qui me l'aura. C'est-à-dire vraiment ceux qui veulent avoir les grands contrats à la communication, ben, il faut qu'ils aient beaucoup de pistons. Parce que les grands contrats à la communication, c'est des contrats des institutions d'État. D'accord? Comment vous voulez faire de l'économie? Comme Kony 9 se tape 270 milliards de dollars, c'est-à-dire 2700 milliards de centimes, juste sur une combinaison de cabines téléphoniques dans un projet foireux, et qui était apparemment foireux. Et puis vous retrouvez les ouvriers. Par exemple, qui met les ouvriers, il y en a que je ne connais pas, que j'ai pris en stop, et je les ai déposés en cours de route, et le bonhomme, bon, il rentre, il me voit, bon, visiblement, je ne suis pas peut-être pas des vieilles femmes, telles les jeunes, toute apparence vestimentaire confondue, aussi bien que les hommes. Comme on a trouvé des étudiants, comme on a trouvé ce qu'on appelle les professions libérales. Avocats, médecins, je parle de médecins installés, mais chez les étudiants de médecine. Pharmaciens, et qui ont été des éléments extrêmement dynamiques. Parce qu'entre les deux vendredis, ils manifestaient, ils maintenaient la mobilisation et ils maintenaient aussi une espèce de repère. Voilà, de repère de la contestation. Car si même eux manifestent, c'est qu'il n'y a plus rien. Vous imaginez, des magistrats qui manifestent, des juges, des procureurs. Si les gens au pouvoir avaient un minimum de capacité d'analyse, dès que les juges ont commencé à bouger, que la baisse a terminé, notre pouvoir va tomber. Ça, il aurait fallu d'abord qu'ils aient à la place de la tête. Dans la tête, il faut qu'ils aient eu un cerveau, pas un tiroir-caisse. Là, on est en tiroir-caisse, c'est des quilles. Donc c'est le type de révolution. C'est le type de révolution. Si on comprend
que c'est une révolution dans les conditions où nous sommes, en réalité, ce n'est pas une révolution nouvelle. En fait, ce n'est pas une révolution du tout. Parce qu'elle se présente comme étant non pas un fait nouveau, elle se présente comme étant un retour de la révolution anticoloniale. L'ordre que nous devons renverser, ce n'est pas l'ordre d'une bourgeoisie qui existe, mais qui n'est pas véritablement une bourgeoisie, c'est-à-dire qui ne s'est pas encore constituée comme classe, et ce n'est pas l'ordre du capitalisme, puisque nous n'avons pas de capitalisme. Parce que le capitalisme, ce n'est pas la somme des entreprises qui produisent. Et même du point de vue élémentaire, à propos du concept de capitalisme et de marché, c'est qu'on n'a pas de marché. Nous sommes le marché annexe, si vous voulez, nous sommes le marché annexe du capitalisme mondial, et non pas le marché de notre propre production. Et donc ce que nous faisons, c'est juste prendre l'argent du pétrole et l'injecter à l'extérieur pour acheter le marchandise extérieure. Or, ce que vendent les gens, c'est quand même que pour qu'il y ait bourgeoisie nationale, il faudrait quand même qu'elle se batte pour un marché national. C'est ce que nous voulons nous aussi. C'est ce que veulent les gens. Quand un ouvrier me dit « je suis venu pour mes enfants », ça veut dire qu'il est venu pour que ses enfants aient du travail, et une école, et éventuellement une université s'il réussit. Il ait un hôpital, qu'il ait une vie digne. Mais, souvenez-vous, chez Eden, la médiation. La médiation, comment une idée, une conscience va passer par des formes intermédiaires. On avait vu Alors c'est mon avis, fondamentalement, c'est un nouveau flux de la révolution nationale. Le contenu révolutionnaire de ce qui se passe, parce qu'il y a un contenu révolutionnaire. Alors on se pose la question, est-ce que la crise est révolutionnaire? On a commencé un peu à réfléchir, parce que il faut remettre en doute et réfléchir. Le philosophe est celui qui dit non. Tout doit être questionné, y compris la parole du maître. Y compris. Et d'abord la parole du maître. Et d'abord. Le contenu révolutionnaire réel, c'est un contenu de la révolution nationale. Nous voulons liquider la tâche qui a été commencée avant le 1er novembre, qui a commencé avec la naissance du mouvement national lui-même, mais dans la phase pratique, c'est-à-dire la phase réelle, concrète, mais chez la phase de prise de conscience, de lutte, la phase pratique de la libération nationale, c'est le 1er novembre. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la continuation du 1er novembre après un creux. Après un creux qui a duré très longtemps. Bon, il y a des personnalités, il y a des journalistes, des analystes qui situent dès le premier jour de l'indépendance une sorte de déviation du cours de la révolution, voilà, du lit, voilà, de la démarche, de la dynamique. Alors c'est vraiment pas mon idée à moi. Parce qu'après 1962, c'est les officiers de l'ANN, les officiers supérieurs de l'ANN qui savaient que le colonialisme, ce n'est pas la domination politique, mais la domination économique et aussi culturelle. Culturelle parce que c'est l'impérialisme qui a des connaissances scientifiques, c'est lui qui sait mieux que nous. Surtout à l'époque 62, on était un peuple presque totalement analphabète. Presque totalement analphabète. Moi, je la situe à partir de l'abandon, quand on a abandonné l'option d'une économie solidaire et qu'on a décidé de retourner vers les réformes
de type capitaliste. Mais peu importe. Je veux dire, on discute. Et dès en 62, nous devons ça. Mais alors il y a eu un creux. Il se trouve que toute révolution, quelle qu'elle soit, connaît forcément, obligatoirement, par jeu des forces qui ont été mises en route, des contre-révolutions. L'exemple de la France est édifiant. Comment est-ce que la révolution de 1789 a connu une série de révolutions et de contre-révolutions. Et c'est là où Hegel va nous servir, plus que Marx. C'est là où Hegel va nous servir. C'est qu'en réalité, à chacune des périodes de reflux de la Révolution française, c'était des périodes de stabilisation. De stabilisation, y compris de la Révolution. Là, quand elle ne pouvait plus aller plus loin, trac, elle s'arrêtait. Mais qu'est-ce que dit Hegel? Qu'est-ce qu'il dit Hegel? Souvenez-vous, les lois de la dialectique. La troisième loi. La première loi, on a dit, c'est la contradiction à l'intérieur même des choses. La deuxième loi, on a dit, c'est l'interaction entre les choses. La troisième loi, on a dit, c'est le développement spiral. Tu te souviens? Voilà. Quand la contre-révolution arrive, elle ne revient pas au point de départ. Elle revient pour stabiliser le développement de la révolution au niveau où il est arrivé. C'est à ce moment-là que les rapports de force se stabilisent, reprennent la dynamique de leur contradiction qu'ils recèlent pour repartir à nouveau. Il y a une formule que vous pouvez utiliser si jamais vous avez envie de faire de la politique. C'est l'idée de bousculer le rapport de force. Les révolutions bousculent le rapport de force. Mais jamais le rapport de force n'est annulé par le moment de la réalisation du début de la révolution. Parce qu'après la révolution, c'est pas ça, alors changer, renverser le pouvoir d'une classe, c'est pas enlever un bonhomme. C'est refonder les rapports économiques. Et donc, ce qui nous attend, c'est refonder les rapports économiques. Si jamais nous enlevons même 100% de tous les personnels qui ont travaillé avec ce régime, du plantant à tel le président, nous n'aurons rien fait si les rapports économiques fondamentaux restent les mêmes. C'est-à-dire c'est des rapports de domination du capitalisme mondial sur notre économie, sur notre devise, sur notre culture, sur notre politique. Et cela, ça ne se fait pas en 2 jours. Il faut détricoter l'ensemble du réseau de vénules, d'artérioles qui ont été installés à travers ce régime des oligarques. Prenons un exemple, le régime des oligarques. Vous avez des aides à l'ANDI. Voilà, nous allons aider les gens à créer des emplois, à faire des industries. On va les aider. Et donc l'État, il va... Ça se fait en France. Mais je pense qu'on a copié des Français là-dessus. Mais je pense aussi que c'est une... Je ne sais pas. Ça, il faut demander s'il n'y a pas derrière, il n'y a pas le FMI. Donc on va dire ça hein, pour les gens qui ouvrent des entreprises, on va leur donner une aide de compensation pour les salaires. Donc chaque fois qu'une entreprise ouvre des emplois, l'État lui donne 10 000 dinars à verser aux travailleurs. Et donc si vous voulez ouvrir une entreprise, il n'y a pas de problème. Au niveau du SMIC, vous donnez 8 000 à votre ouvrier, l'État donne 10 000. Et donc l'État va donner plus que vous. Regardez comment l'astuce que l'État va prendre
un budget de soutien à la création d'emplois. Officiellement, création d'emplois. En réalité, c'est un budget de soutien au projet de capitalisme lui-même. Alors, vous avez ce budget, bon, puisque nous avons un État, donc vous avez le budget central et puis vous avez les budgets sont répartis par wilaya. Donc chaque wilaya a un budget à donner à ses entreprises. Et donc j'apprends que j'ai commis une énorme bourde en parlant avec vous, en parlant de Condor, avec ta Borj Barerech. Et j'ai discuté avec un gars, donc voilà ce que j'ai dit. Il m'a rigolé, quand tu es un philosophe. Donc bon, oui, je sais. Mais c'est pas vrai ce que tu dis. Qui fais-je? Il a 6 000 ouvriers. Il paye ses ouvriers au SMIC. 18 000 dinars. Lui, il verse sa poche 8 000 dinars. Mais l'État lui donne 10 000. Mais c'est le nombre d'ouvriers dans une entreprise à qui l'État donne l'aide illimitée. Et vous avez un contrat limité, c'est-à-dire au bout de 3 mois, là, 6 mois, là, le contrat, il devient un contrat, je ne sais pas, indéterminé. C'est-à-dire, il est recruté. Allez, oui, c'est vrai. Mais sauf que lui, il a les moyens, non seulement d'avoir les 6 000 ouvriers, mais d'avoir constamment l'aide de l'État, parce que grâce à ses connaissances, au niveau central, on se débrouille chaque fois de transférer, de pomper dans les différentes wilayas les postes qui n'ont pas été affectés, qui sont en plus, et on les lui donne à lui. On les renvoie sur la wilaya de Borj. Subhanallah. Je dis, ils ont fait jusqu'à ce point-là. Et alors, bien connaître les choses, c'est que regardez, dans cette histoire, quel est le contenu? Est-ce que c'est la révolution nationale ou non? Les conseils qu'on nous donne, y compris de la part de l'oligarchie, et j'allais dire surtout de la part de l'oligarchie, s'ils nous disent, mais pourquoi vous dépensez l'argent de l'État pour soutenir le pain que le Barab va payer au même prix que l'ouvrier? Et donc, en Suisse, l'État va chaler, l'État va chatrer. Le peuple algérien est un peuple assisté. C'est-à-dire, vous êtes Hesbou, Chab, le soutien au prix du lait, au prix du pain, mais Hesbou, Chab, le soutien de l'État à cette oligarchie. Moi, je n'ai pas fait des calculs parce que je n'ai pas eu le temps. Et puis, ce n'est pas mon boulot, c'est aux économistes de voir ça. De voir est-ce que le budget Hadet-Alandi, il est égal, supérieur ou inférieur au budget du soutien du pain et du lait. J'en doute. J'en doute. Parce que ce n'est pas le seul type de soutien qu'ils reçoivent. Ce n'est pas le seul type de soutien qu'ils reçoivent. Il y a d'autres. Comment est-ce que nous allons détricoter cela? Comment est-ce que des gens vont venir faire la révolution et dire d'accord. Donc, c'est bon. On veut sortir du néocolonialisme, on veut redémarrer la lutte pour obtenir la souveraineté nationale, pour un nouveau développement, et un développement à notre profit, pas au profit des autres. Et comment nous allons savoir comment détricoter des faits? Mais il faut les connaître. Or, on ne les connaît pas. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau d'une sorte de mot d'ordre abstrait. Ils sont juste le mot d'ordre anticoloniaux, etc. Mais ils sont encore abstraits. Il faut passer au concret. Mais le concret, on va passer une fois qu'il y aura le renversement du pouvoir politique actuel. Le problème, c'est que Heda, passer à l'analyse concrète, c'est passer dès maintenant. Et dès maintenant, dans cette révolution nationale, les prémices
de la division commence à naître. Il commence à naître violemment. Prenons le cas, ainsi c'est une révolution nationale qui inclut tout le peuple. Et donc dans le socle culturel, mais non, je ne dis pas idéologique, je dis culturel. Il y a une nuance entre les deux. C'est la nation. C'est la nation. Quand le peuple sort, ce qui est en cause, c'est la nation. C'est-à-dire, et la nation, c'est le concept de peuple qui lui donne vie et qui lui donne force. Si nous étions en phase d'une révolution socialiste, c'est-à-dire au sens classique du terme, au sens de Marx, ben, on aurait parlé de la classe ouvrière. Ça aurait été classe contre classe. Quand on parle de révolution nationale, c'est l'ensemble des classes qui sont unies, sauf les couches compradores qui ont choisi de soutenir l'occupant, le colonisateur. Ils vont s'unir. S'il n'y a pas de peuple, on ne peut pas mettre en place, on ne peut pas mettre en vie le concept de nation. Donc je vous invite aussi à réfléchir sur le fait qu'à chaque révolte sociale européenne actuelle, révolte sociale faite par les travailleurs, les gens qui sont en marge, c'est-à-dire qui ont des difficultés à vivre, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Mais alors, pas du tout. Qu'on les stigmatise en parlant de populisme. Mais parce que précisément ces peuples ont compris que c'est la perte de la souveraineté nationale qui les a enfoncés dans une domination encore plus grave de l'impérialisme. Parce que la nation, c'est quand même un système de relations sociales qui les protège. Qui les protège. Et j'en ai déjà dans un cours précédent montré comment la naissance, développement, la fortification du peuple algérien, elle avait des signifiants. Le signifiant de l'unité, le signifiant de l'égalité, le signifiant de la justice, le signifiant d'un droit de chaque membre du peuple sur le peuple. Et finalement aussi du peuple sur chacun de ses membres. Eh bien, ce qui étonne les gens, le peuple algérien nous a donné une leçon. Oui, ben, le secret de la leçon, c'est qu'il a fait sa renaissance en tant que peuple. Quand même, nous étions divisés. Et les divisions étaient visibles. Pas simplement à partir de la décennie rouge. Pas seulement. Mais il y avait d'autres facteurs de division dont je vous parlerai un autre jour, ou dans un autre cours. S'il y a eu ce type de respect entre chacun des membres, c'est parce qu'on a rétabli la loi tribale. Mais à un niveau supérieur, à un niveau extraordinairement supérieur, la base de la loi tribale, la base est que chaque membre de la tribu a des droits sur l'ensemble des membres de la tribu et sur la tribu elle-même, et inversement. Et donc c'est pour ça que vous les voyez respecter les vieilles femmes. À ce moment-là, elles deviennent effectivement, aurait dit Hegel, dans leur effectivité, elles deviennent leurs mamans, les vieilles. Et les jeunes, elles deviennent leurs sœurs. Elles deviennent leurs sœurs. Et le bonhomme, il devient leur frère. Et le vieux, il devient un mot. Il devient, c'est comme pendant la Révolution, pendant la guerre de libération. C'est pas, je veux dire, c'est pas un mot. C'est une réalité affective. Et donc pendant ces moments, le peuple se réalise à travers la réalité affective de ce lien. Alors,
C'est ça le peuple. Est-ce que quand un peuple qui marche dans la rue a droit à manifester, disons, un mot d'ordre, un slogan relatif à une couche sociale? Oui. Oui, à condition que cette question ne soit pas une question qui divise. Par exemple, il y a une banderole qui demande les droits des femmes. Ce n'est pas un slogan qui est diviseur. Ou là, le droit des jeunes, ce n'est pas un slogan qui est diviseur. Parce que c'est à partir des mots d'ordre, etc., qui sont les mots d'ordre fondamentaux et les mots d'ordre d'unité. On peut mettre des slogans style les pauvres ont des droits sur le pays, les femmes ont des droits sur le pays. On a droit. Donc on en est là. Il n'y a pas de facteur de division. N'est-ce pas? Mais il y a des facteurs de division dès que les mots d'ordre deviennent des mots d'ordre abstraits. Surtout quand ils viennent de la gauche. Alors le mot d'ordre droit de l'homme, ça signifie quoi? C'est un mot d'ordre abstrait. Ici, les gens ils sont venus manifester comme quoi? Comme citoyens. Nous sommes sortis comme citoyens voulant réformer à la fois le rapport à l'État. Nous voulons changer notre rapport à l'État. C'est-à-dire que c'est un rapport de contrôle que nous voulons sur l'État. Un rapport démocratique sur l'État. On n'est pas sorti en tant qu'homme. Nuance. Mais quelle est la différence entre l'homme et le citoyen? Le citoyen, c'est au niveau de l'État moderne, le membre de la tribu. La loi tribale, c'est chaque membre de la tribu a des droits sur la tribu et sur les autres membres. C'est comme ça qu'on a vu que ces lois non écrites font qu'au niveau de la tribu, personne ne va être abandonné. L'infirme, le malade, la vieille femme, le vieil homme, etc., tous sont pris en charge par la tribu. Mais ça, c'est dans l'organisation tribale, avec les constitutions tribales, avec les lois tribales non écrites, d'accord, mais effectives et connues, avec la force de coercition de l'opinion tribale. C'est-à-dire, vous pouvez être membre d'une tribu et trahir, faire quelque chose de mauvais. La tribu ne vous le pardonnera pas. Dans les cas les plus extrêmes, les tribus exilent celui qui a fait la faute. Elles le bannissent. Sortez de la tribu, il ne peut pas survivre. À moins qu'il soit adopté dans une autre tribu. Parce que dans cette époque, dans les lois tribales, c'est des époques où il n'y a pas un grand développement des forces productives, de l'économie. Ben, vous ne pouvez pas y aller immigrer. Et quand les révolutions s'enchaînent, nous passons à la société esclavagiste, le féodalisme, et surtout, quand on passe à la bourgeoisie, ces liens du sang, ces liens concrets, خويا عندي الحق عليك صادر انا عمك تجي للدار تجي تاكل تعشى ماكش اللي يهضر معاك سي ان دروا t'as pas besoin d'être invité si jamais عمك يشنف عليك la conséquence c'est le rapport global il est remis en cause صادر باباك يقول له كيفاش عيب عليك وليدي il a failli en faillissant à cette règle, il faillit à une règle encore plus forte. Mais quand on passe à l'état moderne, que devient le lien du sang? Il devient le lien du droit. Il devient le lien du droit. Vous ne pouvez agir sur votre état en tant qu'Allemand si vous êtes un citoyen allemand. Et c'est à partir de ce statut de citoyen que vous allez avoir droit à un certain nombre de choses. Droit à la crèche, droit, je ne sais pas, pour voter, droit à la santé, droit à l'enseignement.
Et en même temps, vous avez, tout comme dans les sociétés constitutionnelles non écrites, des tribus, vous avez également des devoirs, y compris le devoir donc de défendre l'État. Et si c'est un État national, donc de défendre la nation. Bon, évidemment, il y a des cas où, par exemple, pour la Première Guerre mondiale, les partis socialistes s'étaient engagés à ne pas défendre leur État, qui étaient des États impérialistes. Bon, ils ont trahi. Alors revenons à cette... L'homme, c'est une abstraction. L'homme, c'est qui? Le citoyen, c'est concret. C'est la femme de ménage qui est venue manifester. Et dans la manifestation, il y avait certainement la pharmacienne qui l'a embauché pour nettoyer sa pharmacie. Et peut-être il y avait peut-être même le PDG d'une société où elle travaille. Il y avait le planton. Mais il y avait le chef de service. Ne vous inquiétez pas, il y avait tout ça. Et bien le droit de l'homme, l'homme, quand on parle des droits de l'homme, on parle toujours, on renvoie toujours à un individu sans les relations avec la société. C'est toujours un individu abstrait, en dehors de la relation sociale. Et ça, c'est d'autant plus inquiétant que des marxistes, des socialistes, des gauchistes, des gens qui se disent de gauche, ils confondent, parlent des droits de l'homme comme si les droits de l'homme correspondaient à une réalité sociale. Alors, c'est comme pour parler des droits des femmes. Les droits des femmes, bon, on m'a parlé des trucs qui se sont passés. Il y avait des bannières pour les droits des femmes, ça c'est totalement acceptable. Mais quand on ramène dans un phénomène comme celui-là, la banderole de revendication, c'est le code de la famille, avoir réformé le code de la famille. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être totalement à côté de la plaque. C'est-à-dire ne pas comprendre que ce Hirak, ce n'est pas ces gauchistes qui l'ont créé. Quand les ONG, Sofiane Djilali, quand ils en veulent manifester, ils ont 200 manifestants. Là, vous avez 40 millions de manifestants. C'est-à-dire qu'il y a le respect. Le respect, c'est-à-dire que c'est eux qui nous portent. Et puis, brusquement, vous venez parler au milieu d'eux, non pas pour trouver les facteurs d'unité. Qu'est-ce qui peut nous unir, Anna, Mohamed? Ben moi, retraité, professeur de philosophie, un peu libéral sur les bords, avec l'ouvrier du coin, qui est un religieux, etc., mais qui est un honnête et qui veut faire le même changement que moi. Ou à ce milieu-là, pendant cette manifestation-là, alors pourquoi je vous parle? Je vais me faire étriper, mais c'est pas grave. C'est que lorsque vous avez ramené l'histoire du code de la famille, vous ne ramenez pas la défense des femmes. Pas du tout. Vous ramenez immédiatement le débat, non pas sur le fondement de la famille, mais sur le fondement religieux, à partir duquel on voit la famille. Le code de la famille, c'est la traduction d'une vision de la famille. Si moi j'étais un chef de parti ouvrier, socialiste, si moi j'aurais dit, nous allons nous battre, non pas pour le code de la famille, mais pour le droit des épouses et le droit des mères. C'est ça qui nous intéresse. C'est comment une femme et un homme, lorsqu'ils se marient, vont avoir les droits pour eux, pour avoir une vie normale et pouvoir avoir des enfants, pouvoir les avoir dans de bonnes conditions. Alors, quand l'enfant est né, ben, il faudrait que l'État songe à aider ce jeune couple à avoir une chambre supplémentaire. C'est ça alors on va leur donner un chèque pour l'éducation. Parce qu'un bébé qui arrive, ça coûte cher. Il faut aller chez le pédiatre, il faut courir, il faut... On normal. Et alors,
vous avez les droits de l'épouse, vous avez le droit de la mère, vous avez aussi le droit de la fille. Parce qu'une fille, bon, qui fait ses études, son père décède, ou là, sa mère décède, il n'y a plus de revenus suffisants pour qu'elle aille au lycée, eh bien, il faudra payer pour le lycée. L'État, mais en tant que collectivité. Et puis, il y a des droits du mari. Bon, espérons qu'il a le droit de se taire au milieu. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on réfléchit en termes sociaux, on réfléchit en termes de fonction sociale. Ce qui nous intéresse, allez, pour des marxistes, le droit de la femme, est-ce que le droit des femmes, il va supplanter les différences de classe? Est-ce qu'on peut vraiment réclamer des droits égaux, réels, pas irréels, réels, pour les femmes, pour une femme d'oligarque, pour une femme d'un DG qui a des revenus extraordinaires? Est-ce qu'on peut parler d'égalité des femmes entre une femme qui a une entreprise, il y en a beaucoup d'ailleurs heureusement, de ce point de vue-là, il y a eu beaucoup d'avancées en Algérie, et la femme de ménage? C'est quel droit vous voulez faire? Comment voulez-vous mesurer les droits de l'homme entre ces deux-là? C'est pas possible. Alors pourquoi c'est abstrait? Ben parce que lorsqu'on parle des droits des femmes, c'est abstrait parce que ça ne correspond pas à un concret social. Ça ne correspond pas du tout. Alors si nous devons parler de ce point de vue-là, il faudrait que nous parlions des droits des mères, des épouses, des parents, pour réellement aider les gens à assumer ces fonctions de façon correcte, y compris en organisant des écoles de parents. Une femme qui accouche dans le cas, bon, peut-être qu'elle ne sait pas, mais il y a des pédiatres qui peuvent être payés pour donner des cours aux parents. Comment recevoir un enfant? Je ne ris pas, je rigole pas. Parce que cette école, on n'en avait pas besoin. Elle était à domicile. Elle était à domicile. Nous vivions dans une famille patriarcale. La grand-mère était là, les tantes étaient là, les sœurs étaient là, on vivait ensemble. Et donc la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir psychologique était là. Mais maintenant, il n'est pas là. Maintenant, il n'est pas là. Maintenant, la plupart des jeunes mamans parturiantes, elles vivent seules. Or, dire le code de la famille, c'est tout de suite dire, quelle est l'origine de la loi? Alors, l'origine de la loi, chez la plupart des hommes, c'est charia. C'est-à-dire, c'est l'hétéronomie. C'est-à-dire, c'est l'ordre, la norme, la loi, venue de l'extérieur, venue de Dieu, qui ne se discute pas. En réalité, elle se discute. En réalité, elle se discute. Parce que, regardez comment la réalité du rapport familial, la réalité du rapport des femmes au travail, à l'école, elle a totalement bouleversé l'ancien type de famille. Et donc, nous avons un code de la famille qui est totalement inadéquat avec la réalité. Sauf que le fait qu'il soit assis sur une conception conservatrice, religieuse, et à la limite rétrograde, il brime la femme. Il la brime. Il lui enlève des droits. Mais il lui enlève quel droit? Eh bien, il lui enlève des droits d'épouse. Ce n'est pas de femme en général, c'est d'épouse. Quand elle est répudiée, quand elle divorce, quand elle a des enfants, etc. C'est cela qu'il faut voir. Mais le débat, lui, c'est un débat tout de suite diviseur. À ce moment-là, si on devait venir manifester sur la revendication d'une refonte du code de la famille, il y aurait combien de manifestants? Il y en aurait 1000 ou les 2000. Vous ne pouvez pas gagner. Est-ce qu'ils ont fait exprès? À mon avis, il y en a qui ont fait exprès. Il y en a qui ont fait exprès parce qu'ils voulaient utiliser ce mouvement
définir dans la direction du mouvement les mots d'ordre qui conviennent à leur classe. Et comme ces courants-là, c'est ce qu'on appelle la petite bourgeoisie, alors ils ne peuvent ni supporter les mots d'ordre populaires profonds, tels le salaire, la dignité, le travail, le logement. Ils s'en foutent. Ni ils peuvent assumer les mots d'ordre de la bourgeoisie, que nous on veut le pouvoir pour le capital. Ils ne peuvent pas. Alors ils prennent le chemin de la domination par la morale. Par la morale. Et c'est cela les mots d'ordre abstraits. Alors, moi je vais terminer en vous assommant. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé jusqu'à maintenant. On distingue les droits de l'homme comme tels des droits de citoyens. On distingue les droits de l'homme comme tels, c'est-à-dire comme droits de l'homme, des droits des citoyens. Qui est l'homme distinct du citoyen? Nul autre que le membre de la société bourgeoise. Pourquoi le membre de la société bourgeoise est-il appelé homme, entre guillemets? Homme en soi. Pourquoi ces droits sont-ils appelés droits de l'homme? Point d'interrogation. Par quoi expliquons-nous ce fait? Par la relation de l'État politique avec la société bourgeoise. Par la nature de l'émancipation politique. La liberté est donc le droit de faire et d'entreprendre tout ce qui ne nuit à aucun autre. La frontière à l'intérieur de laquelle chacun peut se mouvoir sans être nuisible à autrui est définie par la loi. De même que la limite de deux champs est déterminée par le plan. Il s'agit de la liberté de l'homme en tant que monade isolée. Une monade, c'est-à-dire c'est une unité unique. Une monade isolée, repliée sur elle-même. Mais le droit humain à la liberté n'est pas fondé sur la relation de l'homme à l'homme, mais au contraire sur la séparation de l'homme d'avec l'homme. Il n'est plus son frère. Il n'est plus son frère. Il est le droit à cette séparation, le droit de l'individu limité à lui-même. L'application pratique du droit de la liberté est le droit humain. L'application pratique du droit à la liberté est le droit humain à la propriété privée. Tac. Attention. C'est pas. L'application pratique du droit à la liberté est le droit humain à la propriété privée. En quoi consiste le droit de l'homme à la propriété privée? Article 16 de la Constitution de 1793, et donc il cite: le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. Fermez les guillemets. Ça, c'est l'article de la Constitution. Le droit de l'homme à la propriété privée est donc le droit de jouir et de disposer de sa fortune arbitrairement, à son gré, sans se rapporter à d'autres hommes, indépendamment de la société. C'est le droit à l'égoïsme. Cette liberté individuelle-là, de même que son application, constitue le fondement de la société bourgeoise. À chaque homme, elle fait trouver en l'autre homme non la réalisation, mais au contraire la limite de sa liberté. Et donc la liberté, donc, elle ne se réalise pas avec l'autre. L'autre, c'est la limite de notre liberté. Donc je reprends la phrase. À chaque homme, elle fait trouver
en l'autre homme, non la réalisation, mais au contraire la limite de sa liberté. Mais elle proclame avant tout le droit de l'homme, entre guillemets, de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, des fruits de son travail et de son industrie, fermez les guillemets. Il reste encore les autres droits de l'homme, l'égalité et la sûreté. La sûreté, le concept social suprême de la société bourgeoise, le concept de la police, selon lequel toute la société n'est là que pour garantir à chacun de ses membres la conservation de sa personne, de ses droits et de sa propriété. Par le concept de sûreté, la société bourgeoise ne s'élève pas au-dessus de son égoïsme. La sûreté est au contraire la garantie de son égoïsme. Aucun des droits dits de l'homme ne dépasse donc l'homme égoïste. L'homme tel qu'il est comme membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire un individu replié sur lui-même, sur son intérêt privé et sur son bon plaisir privé et séparé de la communauté. Donc moi je vous ai lu ça, ce long extrait, bonne excuse, c'est pour me protéger. C'est Marx qui dit ça. Et il le dit dans un texte aussi à propos de la question juive. Voilà. Donc, c'est le droit de l'homme dont on nous tartine, c'est bien évidemment les droits de l'homme abstrait, et non pas de l'homme concret. L'homme concret, la femme concrète, le jeune qui est concret, le travailleur concret, l'ouvrier, l'employé, le médecin concret, l'avocat concret, le juge concret. Ils sont dans des fonctions sociales, dans une utilité sociale qui les lie obligatoirement aux autres hommes, qui les lie obligatoirement aux autres hommes. Je sais bien que la femme de l'ouvrier qui est au chômage est la première victime de son mari qui est au chômage. Je le sais, évidemment que je le sais. J'ai vu ça quand j'étais petit. J'ai vu ça, dans nos quartiers, c'était ça. Dans la nouvelle, quand je parle sur l'indépendance, ils arrivent, ils tapent leurs femmes, et leurs femmes savent qu'ils les frappent pour échapper à leur... oui, c'est comme Aïné. Elle arrive, il n'y a pas de nourriture à la maison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle engueule Omar. Elle engueule Sor, enfin, pas Sor, elle engueule ses filles. Avant qu'elle se plaigne. Oui, je dis le com. Bon, ça, ça veut dire ça. Je le sais. Je le sais, mais je sais aussi qu'aucune femme de la bourgeoisie, de la grande bourgeoisie ou de la bourgeoisie moyenne supérieure n'a besoin d'être protégée. Elle a tout ce qu'elle veut. Et alors, si nous devons parler de droits concrets, nous devons parler des droits relatifs à des fonctions sociales. La révolution, à mon avis, moi qui se déroule, c'est après la période de la contre-révolution qui a été inaugurée par Chadli, approfondie par Bouteflika, au point où nous sommes retournés à la co-gestion de notre argent par la France, au-delà de la co-gestion de la France avec nous, des fonds de financement du cinéma, au-delà des multiples commissions dont personne ne sait beaucoup, le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, qui réfléchissent sans qu'on soit au courant sur la gestion des APC, la réforme du fisc, et ben jusqu'aux programmes scolaires qui sont écrits par des experts français qui viennent ici en Algérie, loger dans de grands hôtels, payés grassement pour que nos programmes scolaires
soit déterritorialisés, c'est-à-dire qui conviennent aux normes dites de l'UNESCO, qui elle-même n'a que les normes des puissances qui la financent, au lieu d'être des programmes scolaires qui s'inspirent de notre propre pensée politique.